La plupart des prédateurs avancent masqués. Ils construisent des empires sur des mensonges, s'habillent en saints et jurent qu'ils veulent sauver l'humanité, pour mieux dissimuler ce qu'ils font vraiment dans l'ombre. Lui a choisi l'exact opposé. Il a commis ses crimes sous les projecteurs, en vous regardant droit dans les yeux, avec ce sourire qui m'a personnellement mis mal à l'aise la première fois que je l'ai vu. Pas de la peur, pas du respect, juste un dégoût immédiat. Le genre qu'on ressent quand quelque chose de vrai nous force à regarder ce qu'on préférerait ignorer. En 2015, cet homme est devenu l'être le plus haï de la planète. On l'a surnommé le Pharma Bro. En une seule nuit, il a augmenté le prix d'un médicament vital de 5000%. Et des milliers de malades, des gens réels avec des familles et des traitements en cours, se sont réveillés le lendemain dans un monde où leur survie venait de devenir un produit financier. Mais voilà ce qui m'a vraiment frappé et que je veux qu'on explore ensemble aujourd'hui. Sa plus grande victoire n'est pas dans les chiffres. C'est d'avoir capturé l'attention de la planète entière et d'avoir transformé la haine collective en carburant. Comment un esprit aussi lucide décide-t-il de fusionner volontairement avec sa propre noirceur? Et nous, de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce que notre obsession pour ce type dit vraiment de nous? Prenez des notes, restez lucide. Pour comprendre ce qu'il est devenu, il faut comprendre d'où il vient. Martin Shkreli naît à Brooklyn, de parents immigrés albanais et croates, tous deux gardiens d'immeubles, et rien dans cette enfance ne le prédestinait à Wall Street. C'est un enfant précoce, doué en maths, qui saute plusieurs classes, mais qui reste socialement un marginal, inadapté, rejeté, invisible aux yeux de ses pairs. À 17 ans, il décroche un stage dans un fonds d'investissement et c'est le choc. Il y découvre deux choses qui vont formater toute son existence. L'argent comme instrument de revanche sociale et le fait que la finance n'est pas une question de morale, c'est une question de règles du jeu. Et les règles du jeu, Martin excelle à les pirater. En 2015, après avoir fondé Turing Pharmaceuticals, il repère ce qu'on pourrait appeler un glitch dans le système de santé américain. Il rachète les droits exclusifs du Daraprim, un médicament vieux de 60 ans et seul traitement efficace contre la toxoplasmose, une infection parasitaire mortelle pour les patients immunodéprimés, ceux atteints du VIH ou du cancer. Il n'a aucun concurrent et les malades n'ont aucun autre choix. Alors, il applique la logique brute de l'offre et de la demande. Le prix du comprimé passe de 13,50 $ à 750 $ en une nuit, soit une augmentation de 5455%. Je m'arrête une seconde ici, parce que derrière ce chiffre, il y a des gens qui ont ouvert leur pharmacie le lendemain matin et qui ont vu un mur. Ce n'est pas de la stratégie financière abstraite, c'est ça qui me reste quand j'y repense, et c'est ça que je ne veux pas qu'on oublie dans l'analyse qui suit. Le monde explose d'indignation, les politiciens attaquent et les associations hurlent au scandale. La réaction normale d'un PDG aurait été de s'excuser, de promettre, de baisser légèrement le prix en souriant à une caméra. La réaction de Shkreli, elle, c'est d'aller sur Twitter, citer des paroles de rap, de lancer des lives de 24 heures sur YouTube et de déclarer publiquement que s'il avait pu, il aurait monté le prix encore plus haut. Il savoure l'outrage, il jubile, il vous regarde brûler et il trouve ça amusant. En décembre 2015, le gouvernement américain l'arrête. Et là, l'ironie est totale, et elle est importante pour la suite. Shkreli n'est pas tombé pour avoir étranglé des malades, parce que son action sur le Daraprim était parfaitement légale dans le capitalisme américain. Il est tombé pour fraude boursière, pour avoir menti à ses propres investisseurs et orchestré un système de Ponzi pour colmater les trous de ses anciens fonds. Le système ne l'a pas puni pour ce qu'il avait fait aux malades, il l'a puni pour avoir trahi les riches. Retenez ça. En 2018, 7 ans de prison ferme. Maintenant, la question qui dérange, celle que j'ai dû me poser moi-même en préparant cette vidéo. Pourquoi la haine envers Shkreli a-t-elle été aussi obsessionnelle, aussi personnelle? Les gens ne le détestaient pas comme on déteste une catastrophe naturelle ou une décision politique abstraite. Ils le détestaient
comme on déteste quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un dont la simple existence nous met mal à l'aise. Pour comprendre ça, il faut utiliser Jung et deux concepts en particulier, l'ombre et l'archétype du trickster. Jung explique que notre psyché refoule ses pulsions les plus sombres, la cupidité, l'égoïsme brutal, le cynisme, dans ce qu'il appelle l'ombre, et que, incapables d'assumer cette part de nous-mêmes, nous la projetons sur un bouc émissaire extérieur pour nous en purifier symboliquement. Shkreli a joué le rôle du trickster, le fripon divin, celui qui ne ment pas à lui, celui qui dit tout haut ce que le système fait en silence. Toutes les grandes pharma augmentent les prix en secret, avec des comités d'éthique et des slides bien propres pour les actionnaires. Et Shkreli est simplement arrivé en disant « Je le fais parce que la loi me le permet et que ça rapporte de l'argent. Et vos larmes ne m'intéressent pas. » Et honnêtement, le miroir est inconfortable à regarder. Pas parce que j'approuve quoi que ce soit, mais parce que cette rage collective, j'en faisais partie. Et se demander pourquoi on est aussi en colère contre un seul homme pendant que le système entier continue tranquillement, c'est une question qu'on préfère tous esquiver. La foule ne détestait pas seulement Shkreli pour ses actes, elle le détestait parce qu'il était le reflet sans filtre d'un capitalisme qu'elle consomme chaque jour. Et le détruire en prison était une façon de refermer ce miroir et de prétendre que le problème était réglé. Dernière couche, la plus intime. Nietzsche décrit la volonté de puissance comme cette force qui pousse certains êtres à s'affranchir de la morale commune pour imposer leur propre maîtrise sur le réel. Et Shkreli s'est clairement rêvé en surhomme nietzschéen. Mais regardez les faits concrets. Pourquoi ce besoin compulsif de streamer ses nuits entières ? Pourquoi dépenser 2 millions de dollars pour acheter l'unique exemplaire de l'album du Wu-Tang Clan ? Non pas pour l'écouter, mais pour s'assurer que personne d'autre ne puisse l'entendre. Ce n'est pas de la puissance, c'est de la solitude habillée en puissance. Le comportement d'un homme profondément seul, marqué au fer rouge par le rejet de son enfance, qui a compris que puisqu'il ne pouvait pas obtenir l'amour de ses pères par la vertu, il exigerait au moins leur attention par la provocation et le scandale. Le trolling n'était pas sa stratégie, c'était son armure affective. Et cette armure l'a rendu aveugle au fait qu'à force de jouer au super-vilain, il a fini par attirer exactement ceux qui avaient le pouvoir de l'abattre. Voici le paradoxe final, celui que je veux que vous emportiez avec vous. Shkreli pensait être le maître du jeu. Il manipulait les marchés, capturait l'attention de la planète entière, vous forçait à penser à lui. Et il se croyait souverain. Mais des millions de personnes ont passé des mois à l'insulter, à analyser ses tweets, à s'indigner de ses lives, sans voir que la haine est un lien d'attachement aussi puissant que l'amour. Et qu'en le détestant avec cette intensité, la foule lui donnait exactement ce qu'il cherchait depuis le début. Une place permanente dans sa tête. Le hater est le premier possédé de l'histoire. Le véritable esprit souverain n'a pas besoin de jouer les monstres pour exister. Et un pouvoir qui a besoin d'un cirque pour se rassurer est un pouvoir qui s'est déjà soumis au regard des autres. Ça, Shkreli ou pas, c'est une leçon qui nous concerne tous. Restez lucide, restez souverain.